Observation des élections de dimanche prochain. À ce jour, une dizaine de milliers de cartes d'accréditation ont été confectionnées par la Commission électorale nationale indépendante. Des accréditations qui devront permettre aux bénéficiaires d'accéder aux installations de la CENI durant le reste de l'organisation du vote. Qui en sont justement les principaux bénéficiaires? La réponse à suivre dans quelques instants. Et en rapport avec ces élections de dimanche, dans ce 20h, nous parlerons de cette sortie du réseau national anticorruption. Le RENLAC dénonce la non prise en compte de la lutte contre la corruption dans les projets de société des candidats à la présidentielle. À partir de ce constat, le RENLAC appelle la population à maintenir la veille citoyenne. Le point de la conférence de presse à suivre dans quelques minutes. Et puis, en actualité à l'étranger, nous parlerons de l'aviation civile aux États-Unis avec cette remise en service pour le Boeing 737 MAX. L'appareil était cloué au sol suite à 2 accidents qui avaient coûté la vie à 346 personnes. Les conditions de cette remise en service à suivre en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Des accréditations pour les structures qui accompagnent la CENI pour le double scrutin de dimanche. La CENI annonce plus de 10 400 accréditations déjà prêtes. Les bénéficiaires sont principalement les médias, les organisations de la société civile et les institutions nationales et internationales. Nomba Kouda et Mounira Kiri. Ce lot de badges est destiné aux agents de la RTB. Ce sont des accréditations qui leur ouvrent les portes des centres de vote, des bureaux de vote et autres installations de la CENI dans le cadre des élections. Plus de 1000 cartes d'accréditation sont disponibles et les bénéficiaires sont ceux autorisés à adresser une demande d'accréditation à la CENI. Nous délivrons à ceux qui en font la requête, notamment les médias, les organisations de la société civile, les institutions nationales et internationales et puis les chancelleries. Nous leur délivrons une lettre d'accréditation et un badge qui leur permet de se mouvoir librement sans rencontrer des entraves pour observer le scrutin comme c'est mentionné sur leur badge. Le dispositif d'établissement de ces cartes d'accréditation est encadré par des mesures de sécurité. La CENI rassure, des garde-fous sont établis pour éviter que ces documents ne puissent être reproduits par d'éventuels fraudeurs. Évidemment, si vous le faites, vous pouvez vous amuser à faire un badge, mais vous n'aurez pas la lettre signée du président de la CENI, par exemple, qui l'accompagne. Si vous êtes sur le terrain, les forces de défense et de sécurité sont habilitées à vous questionner sur le badge, son origine et la lettre à produire. Et si elles estiment que c'est nécessaire, elles entreront en contact avec la CENI et la CENI a la liste de ceux à qui elle a délivré une accréditation. Des requêtes de dernière minute continuent d'arriver, surtout des médias internationaux. La CENI se félicite tout de même de la disponibilité des cartes d'accréditation à J-3. Et dans toutes les représentations de la CENI à travers le pays, l'heure est au dernier réglage pour la bonne tenue du vote à dimanche prochain. À Manga, dans le Soumouego, où nous avons fait le constat, la commission électorale, la provinciale indépendante a déjà acheminé le matériel de vote au niveau des différentes communes. L'ensemble des CPI du centre sud s'active pour permettre à plus de 275 000 électeurs de voter le 22 novembre. Aruna Kabouré, Amandine Lalsaga. À la commission électorale provinciale indépendante du Soumouego, on s'active pour être au rendez-vous le 22 novembre, jour de vote. Une partie du matériel de vote déjà reçu est repartie dans les 7 commissions électorales communales indépendantes. Les saisies sont dotées d'urnes, d'isoloirs, de masques et de gel. Il ne manque plus que les bulletins de vote. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de difficultés, nous attendons juste le matériel sensible. Il s'agira donc des bulletins de vote, de l'encre indélébile et des tampons. Et ce matériel reçu, notre tâche, c'est d'informer d'abord la sécurité, parce que ce matériel doit être gardé en lieu sûr et bien sécurisé, attendant donc le jour des élections pour être envoyé au niveau des bureaux de vote. À Manga, la CEPI reçoit aujourd'hui la visite du commissaire de la CENI en charge de la région du Centre-Sud. Ibrahim Kitenga est en tournée dans les 3 provinces, le Naouri, le Basega et le Soumouego. Objectif,
s'assurer du bon déroulement du processus électoral à quelques heures des scrutins. Oui, il s'agit de s'assurer que le matériel est arrivé au complet et de faire la répartition par bureau de vote. D'abord pour la CEPI, elle fait la répartition par CECI et au niveau des CECI, on fait la répartition par bureau de vote. La région du Centre-Sud compte plus de 274 500 électeurs inscrits. Des électeurs invités à respecter quelques consignes le jour du vote. Pour ce qui concerne les mesures sanitaires, nous invitons donc les électeurs à se munir de leur masque pour venir accomplir leur droit de vote. Également, il est interdit l'usage du téléphone dans les bureaux de vote. Donc nous voulons inviter la population, l'ensemble des électeurs à tenir compte de cette mesure-là. Et le jour J, soit vous laissez votre téléphone à la maison, vous venez accomplir votre droit citoyen et vous repartez trouver votre téléphone à la maison, ou bien si vous venez, vous respectez les consignes qui seront données au niveau des bureaux de vote et vous laissez le téléphone hors de l'isoloir, vous accomplissez votre droit de citoyen et vous revenez récupérer votre téléphone. Dans le Zuluego, les électeurs exerceront leurs droits civiques dimanche prochain dans 298 bureaux de vote pour 873 au niveau régional. Et dans le cadre des élections du 22 novembre, les présidents des organes de régulation des médias de l'espace UMOA sont dans la capitale burkinabé. Ils en ont profité pour tenir une séance de travail avec le Conseil supérieur de la communication. Une séance de travail pour s'enquérir de certaines réalités du CSC et envisager un accompagnement à cette institution. Rocher Kam Ahadi Sandamba. C'est une séance de partage d'expérience entre présidents des organes de régulation des médias dans l'espace UMOA. Ils sont venus s'imprégner du déroulement des préparatifs en matière de couverture médiatique. Nous procéderons ensemble au suivi des derniers instants de régulation du discours politique. Nous aurons donc aussi des audiences avec les plus hautes autorités de ce pays et des instances de l'UMOA. Et ensuite, nous participerons à la nuit électorale où nous serons au niveau des plateaux télévision. De la signature du pacte de bonne conduite au suivi du scrutin en passant par la gestion du discours politique électoral, toutes les activités déjà menées et celles à venir ont été expliquées dans les détails près aux visiteurs. Je voudrais dire et le féliciter par rapport à tous les actes qu'il pose, que nous avons nous constaté avec lui, qu'il pose des actes en toute transparence. Et nous avons noté, puisque nous avons associé à toutes les procédures, le caractère non partisan des actes qu'il pose. Alors nous voudrons le féliciter pour cela très vivement. Avant cette séance de travail, les responsables des organes de régulation des médias de l'UMOA et de la Guinée-Conakry ont visité les différentes installations ainsi que les dispositifs mis en place par le CSC dans le cadre de ces élections. Et à moins de 48 heures de la fermeture de la campagne électorale, les partis politiques continuent d'investir les localités du pays à la conquête des électeurs. Mais à Gawa, dans le sud-ouest, les candidats à la présidentielle se font toujours attendre. Sur les 13, ils ont déjà rencontré les populations de cette localité. Du coup, la campagne électorale semble morose dans cette partie du pays. Constat avec Drissa Traoré et Maxime Zongo. À 48 heures de la fin de la campagne, l'ambiance ici à Gawa, si elle n'est pas morose, reste tout de même timide. Seulement 6 des 13 candidats à la présidentielle se sont présentés physiquement à leurs militants. Toutefois, leurs représentants ont investi les lieux stratégiques pour séduire les électeurs. Notre candidat, au départ, il était venu à Gawa. Il est venu se faire voir, se faire connaître et laisser le message. Et après ça, on n'a pas pu faire la campagne. Oui, mais on travaille. On explique aux gens d'abord comment voter. D'abord arriver, on explique aux gens qui d'abord voter. On leur explique comment voter, c'est important. 3 candidats qui ont véritablement tenu des meetings, les autres ont opté le porte-à-porte ou des assemblées générales pour convaincre les potentiels électeurs. Je ne suis pas comme ça, ça fait que je ne suis pas trop informé comme ça des partis qui viennent pour faire les campagnes ici.
On est fatigué, on en a marre. Si ça ne tient qu'à nous-mêmes, les élections, on n'a qu'à les annuler même. Et pour le président du Faso, on fait ça même par un concours, c'est fini. Celui qui gagne, il va s'asseoir. Ça vaut mieux que cet argent qu'ils sont en train de gaspiller, en train de se déplacer partout, faire des meetings, des concerts, tout. Quant aux inconditionnels, ils sont au four et au moulin pour assurer, disent-ils, la victoire à leur champion. Et toutes les initiatives sont développées pour allier même les indécis. Depuis là, on peut dire que ça se passe bien, mais avec des difficultés. Parce que partout où je passe là, les gens me parlent d'argent, quelque chose pour boire. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas leur carte d'électeur. Pour voter, il ne faut pas mettre la main ici ou là. Sinon, ce serait un bulletin nul. Il faut mettre la main là où c'est vide. Comme ça, souffler avant de plier en 4. C'est comme ça que nous expliquons aux gens. Et les gens ont adhéré. Dans le Pony, ce sont 28 partis politiques qui sont à la conquête de 2 sièges. Outre les assemblées générales, les porte-à-porte et bien d'autres formes de contact pour séduire l'électeur. Les affichages sont également au rendez-vous, mais là encore, seuls quelques partis, moins de 10, sont véritablement visibles sur le terrain. Et pour ces élections, les leaders coutumiers ne cessent d'émettre le vœu qu'elles se tiennent dans un climat apaisé. Pour jouer leur partition, les responsables coutumiers sensibilisent les citoyens sur la cohésion sociale en période électorale. C'est ce qui s'est passé à Dédougou, à l'initiative de la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la cohésion sociale et l'unité nationale. Albert Nibier, Abdullah Rasmani Zongo. Gardien de la tradition et de la paix, la chefferie coutumière joue sa partition en vue d'une campagne électorale et de scrutins apaisés, mais aussi pour promouvoir la cohésion sociale. C'est pourquoi la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale, l'unité nationale et le développement, dans ce qu'elle a intitulé « Une semaine nationale pour la cohésion sociale, la paix et le développement », est arrivée à l'étape de la boucle du Mougoun. Dans la cité de Bankui, la délégation a présenté ses hommages au chef de canton de Dédougou, dont voici son message en période électorale. Le dimanche prochain, nous allons voter pour choisir notre dirigeant. Parmi tous les candidats, chacun doit le faire en toute liberté. Il n'y a pas de contraintes en politique. Il n'y a pas de pression quelconque à faire sur les électeurs. C'est chacun qui vote librement selon les messages qu'il a entendus lors de la campagne. Et lorsque les résultats des élections vont être prononcés, nous devons nous plier au verdict. À chaque tournée régionale, une adresse ou un message d'un leader coutumier est transmis aux populations et également une conférence publique est organisée à leur endroit. Après le passage chez le chef de canton de Dédougou, les notables en compagnie du candidat du jour pour la présidentielle, Claude Tassambédou, ont animé une communication portant sur la cohésion sociale. Au regard du contexte électoral, nous avons pensé au niveau de cette structure qui regroupe des leaders coutumiers du pays qu'il était intéressant que nous puissions contribuer à l'apaisement, nous puissions contribuer à la sauvegarde de la cohésion sociale. L'OS a ouvert le bal des tournées régionales en ce temps de campagne. Banfora dans les Cascades s'apprête à accueillir le 3e rendez-vous de la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale, l'unité nationale et le développement. Autre titre de ce 20h avec ce coup de gueule du réseau national anticorruption à l'endroit des 13 candidats à la présidentielle. Le RENLAC a dit avoir constaté que ceux qui veulent occuper la fonction présidentielle n'ont pas suffisamment pris en compte la lutte contre la corruption dans leur projet de société. À cela s'ajoute un manque de transparence dans les recrutements au niveau de la fonction publique burkinabé. Et le RENLAC a d'interpeller la population à maintenir la veille citoyenne. Le point de la conférence de presse avec Salifou Belem et Maïmouna Traouri.
État de la gouvernance au Burkina Faso. Le réseau national de lutte anticorruption interpelle la classe politique en cette période de campagne électorale. Le RENLAC déplore la non prise en compte de façon concrète de la lutte anticorruption dans les programmes de société des 13 candidats à la présidentielle. Quelle solution face au manque de transparence dans l'accès à l'emploi public? Quels sort réservé au dossier des crimes économiques qui sont pendant en justice? Quitte de l'impunité dont bénéficient les grands commis de l'État, députés et membres du gouvernement. Quelle réponse apporter aux lenteurs administratives qui favorisent le développement de la corruption? Quelle réforme du secteur minier pour une gestion transparente et profitable au peuple burkinabé? Ce sont là autant de questions pertinentes qui auraient dû trouver des réponses concrètes dans les différents programmes politiques proposés par les 13 candidats. Mais hélas, beaucoup de candidats ont plutôt préféré tenter d'appâter l'électorat, notamment la jeunesse frappée par le chômage endémique, en lui faisant miroiter la création de centaines, voire des milliers d'emplois chaque année. Le secrétaire exécutif du RENLAC dénonce certains modes de recrutement dans la fonction publique et dans certaines sociétés d'État. Des modes de recrutement qui, selon lui, manquent de transparence. Certains recrutements se font de manière clandestine, sans qu'aucun communiqué d'ouverture n'ait été publié. Les recrutements dits spéciaux ou recrutements sur mesure nouvelle concurrencent désormais les recrutements par concours direct. Pour le RENLAC, il appartient aux populations d'accroître la veille citoyenne pour contraindre les gouvernants à la transparence et à rendre compte de leur gestion. Comment mener un plaidoyer pour la prise en compte de la jeunesse dans les mécanismes de prise de décision? La réponse à cette question a été donnée à des jeunes au cours d'un atelier qui s'est tenu hier à Dori dans le Sahel. L'initiative est une association de la place soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement. Bourema Kane et Lazare Sano. Le projet Jeunes et Paix, une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso, est né suite à la mise en place du G5 Sahel. Déjà, plusieurs activités ont été menées par l'association Nord-Nord ADZN qui entend ainsi partager le plan de plaidoyer des jeunes avec toutes les couches sociales. C'est vraiment d'exposer encore les plans de plaidoyer et de solliciter, je dirais, l'accompagnement des autorités coutumières et des acteurs comme les griots qu'on estime avoir une place importante dans la société traditionnelle par leur capacité à être des vecteurs. Quand ils portent une thématique, ça peut aller loin. Pour la mise en œuvre de ce projet, ADZN bénéficie de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, surtout quand cela concerne la frange jeune. Ça permettra aux jeunes aussi de s'exprimer, exprimer leurs besoins et puis d'être pris en compte dans toutes les différentes activités pour la bonne marche de la nation et surtout pour la paix. Vous savez que les mouvements qui se passent entre le Mali et le Burkina en matière de sécurité nous préoccupent particulièrement et la plupart du temps ce sont les jeunes qui sont les plus impliqués. Donc il est important que nous puissions aussi également les impliquer dans la recherche des solutions, dans la recherche de la paix et de la sécurité. Mais en le faisant, nous avons jugé nécessaire aussi de renforcer leurs capacités pour qu'ils soient à même de le faire, de jouer leur rôle. Le programme des Nations Unies et ADZN entendent ainsi permettre aux organisations de jeunes de conduire des activités de plaidoyer auprès des autorités locales pour l'intégration de leurs besoins en matière de participation dans les mécanismes de prise de décision. D'une formation à une autre, celle-ci se tient depuis ce matin à Ouagadougou et porte sur la loi d'investissement agro-silvopastoral et halieutique. Prennent part à cette formation des membres du cluster, un groupe d'acteurs de la filière agro-silvopastoral et halieutique. Et c'est l'une des activités entrant dans le cadre du programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Amadou Ilboudo et Mariama Tamboura. Des clusters, femmes et jeunes, des zones rurales et périurbaines prennent ici connaissance de la loi agro-silvopastorale, halieutique et faunique.
une loi promulguée en mai 2018 au Burkina Faso. Cette formation vise donc à sensibiliser et à éclairer ces acteurs sur les avantages que cette loi leur offre en termes d'investissement. Toute chose qui va ainsi favoriser l'employabilité des jeunes et des femmes. Il y a donc des réductions des frais liés au détournement de ces équipements-là. Ça, c'est un premier avantage très important. Et un autre aspect est que lorsqu'ils sont en train de mettre en œuvre les activités, alors cette loi leur permet donc d'être exonérés d'un certain nombre d'impôts. Ces acteurs travaillent en synergie afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Vous avez des producteurs qui ont les problèmes qui leur sont propres. Vous avez des transformateurs qui ont aussi les problèmes, mais aussi ceux qui sont dans la commercialisation qui ont les problèmes. Et ils sont ensemble, ils discutent ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes pour pouvoir évoluer. Cet atelier de formation est une initiative de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale. Il entre dans le cadre du programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole lancé en juin 2019. Ce programme intervient dans 4 régions, à savoir la région du Nord, des Hauts-Bassins, du Centre-Ouest et du Centre. Dans l'actualité également, un réseau de malfrats est dans les filets de la police judiciaire du centre. Ce réseau avait pour spécialité le vol à main armée, avec comme lieu de prédilection les espaces verts, les domiciles et les commerces. Les malfrats arrêtés avaient un mode opératoire savamment orchestré, selon la police qui a procédé à leur présentation ce matin. Issa Kafando et Issa Kanana. Fin de cavale pour ce groupe de malfaiteurs spécialisés dans le vol à main armée. Tous des repris de justice dont un corps habillé, ces présumés malfrats opéraient dans les espaces verts, les domiciles et les commerces à Ouagadougou et à Zignaré. CS est le cerveau du groupe et leur mode opératoire, le voici. S'agissant du commerce, pour s'introduire, un guetteur est désigné. Les autres se positionnent et pendant ce temps, le porteur de l'arme tire des coups de sommation, des coups en l'air, pour dissuader les occupants du lieu. En ce qui concerne les agressions perpétrées dans les espaces verts ou sur la voie publique, lorsqu'une victime est identifiée, les membres du groupe la suivent de près sur leur monture jusqu'au moment propice, où un membre du groupe se détache jusqu'à sa hauteur et fait semblant de se renseigner à elle. Les autres profitent de ce moment d'identification pour l'encercler et passant à l'acte. Lorsqu'il s'agit d'un domicile, un des membres fait le guet. Un autre tape à la porte. Dès que la victime ouvre la porte, on lui pointe l'arme à la joue et le contraire à montrer l'endroit où ses biens se trouvent pendant que les autres membres font l'irruption dans les cours et fouillent la maison. La spécificité du présent groupe, c'est la jeunesse des membres et l'extrême violence dont ils usent pour dépouiller leurs victimes. Les investigations ont permis d'identifier une dizaine de présumés délinquants, dont 5 ont pu être interpellés avec eux leur butin. Un butin qui se compose de 6 armes blanches, un pistolet automatique chargé, un béret police nationale et son macaron, 3 batteries, un poste téléviseur et 7 engins à 2 roues. Et c'est tout heureux que Issa Boudou retrouve ce matin son engin volé. Vraiment, je suis très content. Très content. Voilà. Merci beaucoup. Dieu seul peut vous remercier. Vraiment, je vous encourage dans votre activité. Merci beaucoup. La vigilance, voilà ce que recommande donc le commissaire principal de police, Saïbou Galbani. Il invite par ailleurs les populations à signaler toute vente de produits ou objets d'origine douteuse, à surtout alerter les numéros verts des forces de défense et de sécurité. Mais en attendant, CS et son groupe, eux, seront conduits devant le procureur du Faso près du tribunal de grande naissance de Ouagadougou pour la suite judiciaire. Un mot de cinéma dans ce 20h. Si vous êtes à Ouagadougou, Bobo-Tsulasso ou Koudougou, vous avez l'occasion de suivre des projections de films d'origine française et burkinabé. Les journées cinématographiques franco-burkinabé se tiennent dans ces villes depuis le 17 novembre dernier. Cet événement est organisé par la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel en partenariat avec l'Institut français et l'ambassade de France. Lassina Ouattara, Vincent Kindrebego.
Du cinéma à l'Institut français ce mardi soir. Au programme, le bonnet de Modibo du réalisateur Boubacar Diallo et Biouga de Abdoulaye Dao. La projection est suivie par des jeunes, essentiellement des élèves de la ville de Ouagadougou. Nous sommes au journée cinématographique franco-burkinabé, une initiative de la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel et ses partenaires. Entre le peuple français et le peuple burkinabé, s'il y a une belle coopération qui a eu lieu, c'est la coopération cinématographique. Dès les premiers mois de l'indépendance, c'est à travers la coopération française que les services de communication et de production cinématographique a été créé. Et c'est ça qui a permis de faire les premières productions éducatives qui ont servi à nourrir nos télévisions. Ce programme de projection cinématographique franco-burkinabé est officiellement lancé par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme en présence de l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Karim Sango trouve là une occasion de renforcer la coopération franco-burkinabé en matière de cinéma. Permet à notre jeunesse, surtout, de prendre goût à la culture du cinéma. Il est temps que nos jeunes fréquentent davantage les salles de cinéma, mais surtout que nos jeunes comprennent que le cinéma est un secteur qui peut leur permettre d'exercer des métiers à partir desquels ils pourront vivre décemment. Au total, 14 films français et burkinabés seront projetés au cours de ces journées cinématographiques qui se déroulent du 17 au 19 novembre, aussi bien à Ouagadougou qu'à Koudou et à Bobo-Dioulasso. Et des masterclass seront organisés au profit des jeunes. Une compétition de chant et de danse pour promouvoir la culture et dénicher des talents artistiques. L'événement s'est tenu pour la 5e fois à Koudou et il est porté par une association culturelle de cette ville. Prennent part à cette compétition des établissements secondaires et supérieurs de la cité du Cavalier Rouge. Les temps forts avec Oumarou Sayon et Fousseni Kindou. C'est le grand face-à-face pour départager les établissements secondaires et supérieurs de Koudougou dans les compétitions de danse, ballet et playback. 20 établissements étaient aux prises au départ et au finish 6 pour la finale. Selon les initiateurs, la compétition permet de dénicher des talents d'artistes. On s'est dit avec la situation actuelle du pays, avec le Covid, on a réussi à tenir bon pour cette 15e édition. Et la soirée en tout cas, elle s'annonce très belle. Pour cette finale, 6 établissements. Après les séries de ballets sur musique imposée et musique au choix, c'est le lycée privé La Grâce qui est le vainqueur du concours. Il est suivi par le cours Placide Yamégo et de l'université de Koudougou. Le lauréat reçoit la somme de 500 000 francs CFA. Le deuxième, 300 000 francs CFA et le troisième, 200 000 francs. Pour le parrain de ces activités, la culture étant essentielle pour le développement, le soutenir est donc capital. Si on peut utiliser la culture pour lutter contre cet incivisme grandissant qui attaque les fondements de notre société, nous pensons que c'est une activité, c'est une initiative louable et nous sommes fiers aujourd'hui de nous associer à cet événement majeur dans le paysage culturel de la région du Centre-Ouest. Les initiateurs promettent plus d'initiatives pour les prochaines éditions. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour un autre grand face-à-face pour le bonheur de la jeunesse de Koudougou. Et puis cette brève en sport avant de continuer en cyclisme, la deuxième étape du Grand Prix Chantal Biya du Cameroun a couru aujourd'hui entre Akononinga et Abombanga, longue de 139,5 km, a été remportée par le Burkinabé Paul Domon. Il est désormais deuxième au classement général à 34 secondes du leader. Actualité à l'étranger, aux États-Unis, une reprise des vols est annoncée pour le Boeing 737 MAX. L'appareil avait été interdit de vol après des accidents dans lesquels plusieurs personnes ont péri. La remise en service de l'appareil est annoncée par l'Agence fédérale de l'aviation américaine. Le Boeing 737 MAX pourra bientôt redécoller aux États-Unis. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a autorisé une reprise des vols de l'appareil, cloué au sol pendant près de 20 mois à la suite de 2 accidents. Ils avaient causé la mort de 346 personnes en à peine 5 mois.
Une autorisation du régulateur aérien sous condition cependant. Plusieurs modifications devront être effectuées avant une remise en service et reste à approuver la formation nécessaire des pilotes avant tout vol dans le ciel américain. À partir de toutes les actions que nous avons menées au cours des 20 derniers mois et de mon expérience personnelle de pilote, je peux vous dire aujourd'hui que je pourrais sans crainte monter à bord avec ma famille. La principale modification va concerner un logiciel de commande de vol. Il s'agit de l'étape la plus importante depuis que le 737 MAX a été cloué au sol il y a près de 2 ans. Ce que dit l'Agence fédérale de l'aviation américaine, c'est que cet avion est sûr. Cela ouvre la voie, du moins aux États-Unis, à une reprise des vols, probablement d'ici la fin de l'année avec American Airlines. Mais ce que nous devons maintenant observer de près, ce sont les réactions ailleurs dans le monde. L'Agence européenne de la sécurité aérienne a indiqué qu'elle publierait une consigne de navigabilité à l'issue d'une période de consultation de près d'1 mois qui suivra sa première mouture attendue ce mois-ci. La version définitive ne devrait donc pas être publiée avant la fin de l'année. Le régulateur européen insiste aussi sur la nécessité de formation des pilotes dont les compagnies aériennes devront s'assurer. L'arrêt brutal des vols du 737 MAX avait plongé Boeing dans une crise profonde alors que son retour se fera dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur. Fin de ce journal de 20 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Le journal spécial de la campagne électorale est à suivre à 22 heures dans une présentation de Ismaël Ladiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTV.